Bonjour, il est 9 heures, on peut donc commencer cette séance du conseil municipal du 5 juin et on va commencer par l'appel qui va être fait par Willy, dont je prononce plus le nom. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Hervé Stassinos, Jean-François Plade, Agnès Viatuto, Serge Venet, Magali Vincent, Jean-Claude Vega, Graziella Piras, Jean-Michel Perratou, Stéphanie Assion, Éric Galliano, Annick Ducard, Cécile Christol, Jean-Marc Illich, Isabelle Roger, Thomas Michel, Valérie Campins, Christian Garnier, Chantal Jaubert, Louis Bugia, présent, Isabelle Lenoir, Bernard Lejeune, Chantal Rousier, Gaëtan Suinen, Mylène Soriano, Valérie Galland, Eliane Deveza, Martine Cabot, Céline Prati, Thierry Numouni, Dominique Roland, Gabriel Ladouce, Émilie Thomas, Laurent Bayou. Et j'ai reçu le pouvoir de Christian Garnier pour Jean-Claude Vega, Isabelle Roger, Magali Vincent, de Valérie Campins pour Rudy, Martine Cabot pour André Land, Monsieur Deveza pour Madame Prati. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc valablement débuter cette séance du conseil municipal et on va commencer par la désignation d'un secrétaire de séance et je propose la candidature de Monsieur Rudy Julia. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, j'ai quasiment réussi. Alors ensuite, donc on va commencer avec l'adoption du PV du conseil municipal du 20 avril 2026. Pas de remarques, on va passer au vote. Allez, M. Vaillot. Juste, pardon, j'ai oublié de faire les remarques avant, mais vous verrez si vous pouvez les prendre ou pas. En page 13, entre mes deux interventions, pour votre intervention, Monsieur le maire, il me semble qu'il y a l'oubli de marquer Monsieur le maire. Donc on a l'impression que c'est moi qui lis tout d'un coup. Donc si juste ça peut être rajouté. Et en page 16, dans une de mes interventions, il est marqué tout des contrats, alors que c'est tous ces contrats. Juste si ça peut être modifié. Donc qu'on vous rajoute entre mes deux interventions pour qu'il vous revienne ce que vous avez dit et donc transformer le D en C en page 16 avant ces contrats. Merci. Nous ferons donc ces deux modifications et le PV, donc on va proposer l'adoption du PV en prenant compte de vos deux remarques qui sont prises en compte. Qu'on ne confonde pas toutes nos interventions, effectivement. Bon, je propose de passer au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité. Je vous remercie. Alors ensuite, on va passer à la délibération numéro 1. C'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on se voit aujourd'hui, le 5 juin. C'est vrai pour toutes les communes de France. Donc il s'agit de désigner des suppléants, des délégués, des conseillers pour les élections sénatoriales. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller voter, on a une obligation légale pour les élus d'aller voter. Il y a quelques cas de figure dans lesquels l'absence peut être tolérée, notamment en cas d'hospitalisation, où il y a des cas graves, mais c'est tout. Donc c'est une obligation pour chacun des élus d'aller voter. Mais il est quand même demandé à ce qu'il y ait des délégués qui soient désignés en cas d'absence forcée. Voilà. Mais vous êtes bien tous obligés, moi compris, d'aller voter le 27 septembre. Je ne sais pas si ça sera en préfecture au final, on se fera aller voter pour les sénatoriales. Mais donc il s'agit aujourd'hui de désigner nos délégués. Alors, la question que je dois poser, c'est est-ce que vous avez des listes des candidats qu'on a déjà reçus en fait? Donc une liste pour le groupe le PNP. Monsieur Bayou, vous avez déposé une liste, et Madame Thomas, vous ne l'avez pas fait. Non. Hein? Oui, j'ai la liste, bien sûr. Non, juste pour que ce soit inscrit au PV, j'ai volontairement, nous avons choisi de ne pas présenter de liste pour la simple et bonne raison, c'est qu'en n'ayant qu'un vote sur cette liste-là, elle ne sera pas élue, donc je n'ai pas envie de préparer de la paperasse pour rien. Voilà, donc c'était juste pour que ce soit inscrit au PV. Je vous remercie. Donc, et nous, on a aussi présenté une liste. Donc, il va falloir maintenant composer. Alors, je vais vous expliquer toutes les étapes ce matin pour cette délibération. On le fait tous les quelques années, donc c'est pas une habitude. Donc, en fait, on va déjà désigner le bureau de vote. Donc, le bureau de vote, il est désigné, c'est la loi. On prend les deux plus jeunes et les deux plus moins jeunes, on va dire. Donc, il y a 4 personnes qui sont dans le bureau. Donc, il y a donc Jean-François Plane, Perratou, Rudy et Magali. Donc ce sont les 4 personnes qui composent le bureau de vote. Donc je vous demande de rejoindre la table peut-être, ce sera plus simple.
vous avez tous, on va vous distribuer les bulletins de vote. Donc il y a 3 bulletins de vote. Chacun fait ce qu'il veut. Vous mettez le bulletin de vote dans l'enveloppe, ça vous avez l'habitude. Et puis après, c'est une opération normale de vote. Donc vous mettez les bulletins. Je vous appellerai un par un. Et vous viendrez au fur et à mesure, on va aller dans ce sens-là, de manière à ce que ça soit dans le bon sens et correctement. Ensuite, on fera le dépouillement. Quand le dépouillement va être terminé, quand le dépouillement sera terminé, on annoncera les résultats. Je ferai ensuite une interruption de séance qui sera assez courte, 5-10 minutes, un quart d'heure, le temps que l'administration valide tous les documents. Il y a des documents à signer. Je préfère qu'on signe tous les documents tous pendant qu'on est tous là, après la délibération, parce que sinon tout le monde va partir à la fin du conseil et je n'aurai pas toutes les signatures. Donc, il y aura une suspension de séance le temps que l'administration vous fasse signer tous les documents. À la fin de cette signature, on aura tous les papiers qui seront faits, qu'on pourra envoyer à la préfecture, parce qu'on les envoie cet après-midi. On reprendra la délibération, on reprendra le commandement du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur le déroulé? On est bon? On est bon. Donc on va mettre les bons bulletins dans l'enveloppe et ensuite les opérations de vote commenceront. Donc on a reçu, chacun a dû recevoir 3 bulletins pour les pradétants, le printemps pradétant et le pradec de temps. Et un blanc, pour ceux qui mettent un blanc, mais vous pouvez aussi ne rien mettre dans l'enveloppe, c'est un blanc, c'est pareil. Oui. Et j'ai reçu aussi le pouvoir de M. Mémouni pour qui? On va le noter au PD. Pour M. Ladouce. J'en profite aussi pour que tout le monde ait son petit bulletin dans l'enveloppe, soigneusement et délicatement. Il y a aussi 2 cas spéciaux, c'est le lien et Sylvain Mialan, des conseillers régionaux et des conseillers départementaux. Donc on désigne chacun un candidat qui va voter pour nous en tant qu'élu municipal et nous on devait voter en tant que conseiller départemental et en tant que conseiller régional. Donc en ce qui me concerne, c'est M. Guy Castille qui votera pour moi le 27 septembre. Donc il faudrait être aussi. Merci d'avance. Et ensuite, Mme Violent a désigné Mme Viviane Thiard, épouse Baudin, vous la mettre Viviane Baudin, épouse Thiard, pour voter à sa place le 27 septembre.
Est-ce qu'on est prêt là? Alors, donc on va pouvoir commencer. Je vous pose peut-être tous les quatre, tous les quatre. Ça c'est fait. Et ensuite, on fera M. Bayou, Mme Thomas, etc. Allez, go. Alors, M. Plan, à voter. Monsieur Perrato a voté. Monsieur Rudy a voté. Deux fois parce qu'il a un pouvoir. Madame Vincent va voter deux fois aussi parce qu'elle a un pouvoir. Voilà, on est bon. Allez, on va pouvoir commencer les opérations. Elles ont déjà commencé. Monsieur Bayou, à vous. Après Madame Thomas. Allez-y, au fur et à mesure.
Le dépouillement débute. Silence pendant le dépouillement, s'il vous plaît, parce que c'est enregistré. Madame Rideau, je pense qu'il manque ma voix. Vous avez combien d'enveloppes? 7. J'ai pas entendu. Alors, le panier qui nous est 24.
blanc 1, 0 nul et 1 blanc. Donc on a bien 33 exprimés. On est bon? Voilà. Donc maintenant, on va proclamer les résultats. Donc les résultats: 7 sièges pour la liste Le Pradec du Monde, 2 sièges pour les Pradétans. Maintenant, vous restez à vos places. On va faire passer un document. Il va falloir que vous mettiez le nom de la liste. Je demande à l'administration d'expliquer, c'est plus simple. C'est clair ou pas? On va commencer par M. Bayou, du coup, comme ça on va pas comme le sens. Non, c'est déjà parti. Merci. Monsieur Bayou, allez-y. C'est toujours enregistré là. Je voulais juste faire une petite intervention. Donc, sachant qu'il s'agit au final d'une élection ô combien politique, il est particulièrement incohérent de se voir imposer l'obligation de donner sa voix à un candidat dont le vote ira, à n'en pas douter, sur une liste dont les valeurs peuvent être aux antipodes de l'électeur absent. Cette obligation entraînera de fait un choix par défaut qui ne signifiera en rien une quelconque adhésion au programme et aux valeurs portées par la liste ainsi désignée. Merci. J'entends, mais c'est la loi. Je me suis juste exprimé qu'en lien avec cette obligation.
Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, je déclare une suspension de séance le temps que l'administration imprime tous les documents que vous allez devoir signer. On reprendra la séance une fois que tout aura été signé et on reprendra l'ordre du jour. Donc on a à peu près entre 5 et 10 minutes. Vous restez soit dans la salle, si vous partez pas trop loin, vous restez là, parce que dès que ça reprend, ça reprend. Voilà, donc petite suspension de séance de 5 minutes. A tout de suite.
pouvoir reprendre la séance dans le calme, dans le silence, qu'on a l'habitude de faire. Donc, en fait, on va passer à chacune des places et on va signer, vous allez signer le document qu'on vous soumet. Trois documents que vous signez qui seront envoyés à la préfecture. 3 fois le même. 3 fois le même.
Bon, voilà, c'est fini avec cette libération, c'était un peu fastidieux, je suis d'accord, mais il s'agissait de bien faire les choses avec précision et rigueur, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème. Donc ces documents vont être envoyés à la préfecture, et rendez-vous au 27 septembre pour le vote, et avant, bien sûr, on va recevoir d'ici là. Donc je propose de continuer l'ordre du jour, et maintenant, nous allons passer aux questions financières, et pour ça, il faut procéder à l'élection à président de séance, qui procédera au vote à la sortie de la salle pour les budgets de la ville et des budgets annexes du port et des transports. On va bien sûr la candidature de Jean-François Plane, et on va voter à main levée si tout le monde est d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, donc M. Plane est désigné président de séance par un vote à main levée accepté à l'unanimité. Et on va donc passer. C'est le mon cher Père. Bonjour à tout le monde. Lors de la commission des finances et d'administration générale, qui a duré plus de 3 heures, les comptes financiers uniques 2025 ont été exposés, commentés, en répondant aux questions. Il est présenté au conseil municipal une version résumée des délibérations. Dans le CFU 2025 du budget principal, les dépenses totales de fonctionnement sont de 16 949 et les recettes totales de 17 881, soit un résultat comptable de 931 000. Les charges à caractère général s'établissent à 3 594, les charges de personnel à 8 687. Les autres charges de gestion s'élèvent à 1 213 et l'attribution de compensation versée à TPM de 871 000. Les charges financières s'élèvent à 239 000 €. Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 15 005 et les recettes réelles sont de 17 657. Les produits et services sont de 1 456. Les impôts et taxes sont de 13 650 et les dotations et participations d'1 985. Les dépenses réelles d'investissement s'établissent à 8 635, dont 716 000 € de remboursement d'emprunt, 867 000 € de subventions d'équipement, incluant 435 000 € d'attribution de compensation versée à la métropole et 367 000 € pour les logements sociaux et 60 000 € pour le port des Auxiliaires. Les immobilisations sont de 6 754, représentant l'école Pagnol pour 5 134 et des acquisitions, des travaux pour différents bâtiments communaux. Les recettes réelles d'investissement sont à 7 456 et se composent de 2 millions d'excédents de fonctionnement capitalisés, du FCTVA de 377 000 €, d'un emprunt de 3 100 000 et d'1,9 million de subventions d'investissement. L'encours de la dette est de 11 115 000, représentant 1 020 € par habitant pour une moyenne des communes de la même strate de 1 029. Nous maintenons toujours une bonne épargne brute à près de 2,7 millions et avec une bonne capacité de désendettement de 4 ans pour un seuil d'alerte de 12 ans. Le budget principal présente un excédent brut de clôture de 662 000 € et un résultat net de clôture de 2 326 000 en incluant les restes à réaliser. Le budget annexe de la Régie des transports présente un excédent de fonctionnement de 106 000 € et un excédent d'investissement de 98 000 €, soit un résultat de 204 000 €. Dans le budget annexe des Auxiliaires, les dépenses de fonctionnement sont de 382 000 €, les recettes de 389 000 €, les dépenses d'investissement sont 224 000 et les recettes de 162 000. Le budget annexe du port des Auxiliaires présente un excédent de
de fonctionnement de 246 000 euros et un excédent d'investissement de 18 000 euros, soit un résultat net de clôture de 265 000 euros. Le conseil municipal est invité à se prononcer pour les votes des 3 CFU. Merci. Donc on va procéder aux échanges. Qui veut prendre la parole? Personne. Si Madame Thomas, allez-y. Alors, si on doit résumer le CFU 2025 à la lecture du document présent, le quotidien qui correspond à la section fonctionnement est excédentaire, et ce grâce en grande partie à l'effort fiscal des Pradétans, puisque la fiscalité représente un peu plus de 73% de la recette de fonctionnement. Cependant, l'investissement est déséquilibré par des retards massifs d'encaissement de subventions à hauteur de 2 millions d'euros. En commission de finances, j'ai pu comprendre qu'entre les promesses verbales de subvention, l'obligation de présenter des factures afin de percevoir certaines subventions, etc., cela pouvait expliquer les retards qui sont présentés au-dessus. Cela vous oblige donc à avoir recours à un emprunt de 7 millions sur 2 années. J'ai donc 3 questions, alors j'en ai déjà parlé en commission. Lorsque vous faites une demande de subvention, que vous répartissez le plan de financement entre l'autofinancement, la région, le département, enfin tous les partenaires que vous sollicitez, on a des documents qui présentent ce que vous souhaitez, 20% pour la commune au minima, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir une répartition finale de qui prend en charge à hauteur de combien, qui permettrait en fait d'avoir une visibilité sur ce que doit supporter au final les Pradétans par rapport à ce qui a été prévu au départ et ce qui est réellement réalisé. Est-ce qu'on a une deuxième question? Est-ce qu'on aurait une idée quand est-ce que seront encaissés les fameux 1 87 000 euros de subvention d'investissement? Et enfin, la dernière question, comment la commune va-t-elle absorber l'augmentation mécanique des charges de fonctionnement concernant notamment les charges de personnel dans l'avenir? Ouais, je vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, interventions? Répondre à toutes les questions en même temps, parce que parfois ce sont les mêmes. Monsieur Baillot, allez-y. Nous commencerons notre intervention par plusieurs remarques destinées à renforcer les recettes de la commune. Dans un contexte où la commune vient de faire un emprunt de plus de 3 millions d'euros à la Caisse des dépôts et consignations, vous partagerez, nous l'espérons, qu'il n'y a pas de petites recettes. En page 3 du CFU du budget principal, pour l'indicateur 731 concernant la fiscalité locale, il est indiqué que les recettes apportées par la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont en diminution sur les exercices 2024 et 2025. La majorité municipale accepte donc comme une fatalité cette baisse de ressources, alors que des moyens sont mis à la disposition des communes pour augmenter de manière significative ces recettes. Nous rappelons que selon les données INSEE du dernier recensement au Pradé, les résidences secondaires ou logements occasionnels représentent 23% des logements, alors qu'ils représentaient 12,3% en 2011. Le nombre de résidences secondaires a pratiquement doublé en 11 ans. Parallèlement, toujours selon les chiffres de l'INSEE, la capacité d'hébergement touristique au Pradé est de 12 033 lits. Elle dépasse donc la population résidente. Plus précisément, au Pradé, le taux d'équipement touristique pour 1000 habitants est de 1,5. Par comparaison, ce taux est de 0,6 dans le Var, 1 en PACA et 0,7 au plan national. Indéniablement, tous ces chiffres montrent une tendance lourde voulant faire au Pradé une station balnéaire, ne vivant de ce fait que de manière saisonnière. Quelle vie sociale, commerciale offre-t-on aux Pradétans résidents? En parallèle, selon le ministère de la Transition écologique, au Pradé, le nombre de logements sociaux est resté stable entre 2021 et 2024. Le rapprochement de ces tendances est révélateur de la politique de l'habitat que la majorité municipale entend mener au Pradé. Ainsi, le nombre de logements proposés en location meublée a fortement augmenté sous l'effet de la démocratisation des plateformes de réservation en ligne. Les hébergements mis à la location de courte durée accentuent la pénurie de logements. Le logement est devenu un instrument d'optimisation fiscale et de rendement. Dans une zone aussi tendue qu'au Pradé, des travailleurs ne peuvent par exemple plus résider sur leur lieu de travail. Les locataires sont évincés de leur logement transformé en meublé touristique et des familles ne peuvent plus vivre dans leur quartier d'origine en raison de la spéculation immobilière. Nous voulons combattre cette évolution mortifère de l'habitat au Pradé. De toute évidence, tout un arsenal législatif et réglementaire est offert aux communes qui sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement,
entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant. Des moyens existent pour enrayer ce phénomène. Lors de précédents conseils municipaux, nous avions proposé une augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Nous réitérons ici cette demande et nous la complétons en demandant l'application de la loi numéro 2024-1039 du 19 novembre 2024, dite loi Echaniz-Lemeur sur les meublés touristiques, du décret 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants institué par l'article 232 du Code général des impôts. Et enfin, de l'article 73 de la loi 2022-1726 du 30 décembre 2022 qui étend le champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants et la majoration de la taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale prévue par l'article 1407 ter du même code. Pour revenir sur l'objet du débat, la fiscalité locale, nous formulons donc la mise en place de 2 mesures. En rappelant que selon les chiffres de l'INSEE au Pradé, le nombre de logements vacants représente 4,9% des logements, soit une augmentation de 17,5% en 10 ans, le Printemps Pradétan demande que soit instaurée une taxe sur les logements vacants dont le montant s'élève à 17% de la valeur locative la première année d'imposition, puis 34% les années suivantes. Deuxièmement, en rappelant qu'en région PACA, 45,1% des communes appliquent une majoration avec un taux moyen de majoration de 37,1%, le Printemps Pradétan demande que soit instaurée une majoration de la taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale, le taux de majoration pouvant être compris entre 5% et 60%. Alors, pourquoi se priver de ressources que beaucoup d'autres communes ont déjà adoptées? Pourquoi ne pas afficher des messages forts sur ce que nous voulons faire du Pradé? L'instauration de ces taxes sur les logements vacants et les meublés non affectés en serait de beaux exemples. Merci. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Une commune ne se gère pas seulement en équilibrant ses comptes. Elle doit préserver sa capacité d'action, financer ses priorités, entretenir son patrimoine et préparer l'avenir sans transférer trop lourdement la charge sur les exercices suivants. C'est précisément sur ce point que le CFU 2025 appelle notre vigilance. Les dépenses réelles d'investissement dépassent 8,6 millions d'euros. Un emprunt d'équilibre de 3,1 millions d'euros a dû être contracté peu avant Noël pour équilibrer en dernière minute les comptes en investissement. La dette s'établit à 11,1 millions d'euros au 31 décembre 2025, après avoir pratiquement doublé depuis 2023. Dans le même temps, le budget primitif 2026 prévoit 5,7 millions d'euros de dépenses d'investissement et inscrit à nouveau 3,5 millions d'euros d'emprunts supplémentaires. L'investissement repose donc de plus en plus sur l'endettement et de moins en moins sur des financements internes sécurisés. Nous ne contestons pas la nécessité d'investir. Mais investir sérieusement suppose de choisir, de prioriser et de sécuriser les financements. Or, les documents budgétaires ne donnent pas une lecture suffisamment claire de cette trajectoire. Toujours dans le budget primitif 2026 au précédent conseil municipal, la dette était constatée à 11,1 millions d'euros, puis annoncée, c'est surtout ça, à 10,3 millions d'euros fin 2026, alors même que le budget autorise 3,5 millions d'euros d'emprunts supplémentaires. Donc si l'on parle de 11,1 millions d'euros de dette, que l'on ajoute ces emprunts, que l'on déduit environ 800 000 euros de remboursement en capital, l'encours potentiel fin 2026 approche donc les 13,9 millions d'euros. Rapporté à l'épargne brute du budget primitif 2026, soit 1,48 million d'euros, cela donne une capacité de désendettement d'environ 9,4 ans et non pas 4 à 5 ans comme vous le présentez. Et franchement, c'est cet écart qui doit être expliqué. Si cet emprunt n'a pas vocation à être totalement consommé, il faut indiquer quelles recettes ou dépenses à ne pas engager,
permettront de l'éviter et à quelle hauteur? Quelles subventions sont prévues d'être effectivement encaissées? Quels excédents pourront être mobilisés et quelles dépenses ne seront pas réalisées? Si au contraire cette empreinte doit être mobilisée en quasi-totalité, alors il faut assumer une trajectoire d'endettement beaucoup plus lourde que celle qui est présentée. Je ne conteste pas, nous ne contestons pas la régularité du CFU, mais la régularité comptable ne suffit pas à établir la solidité d'une stratégie. Ce document montre une commune encore à l'équilibre, mais avec une épargne qui se réduit, une dette élevée et une dépendance accrue à l'emprunt. Merci. Pas d'autres interventions, donc je vais répondre. D'abord, Madame, vous confondez tout, en fait, vous confondez le CFU, le budget, le débat d'orientation budgétaire. Aujourd'hui, on vote un CFU, c'est ce qu'on appelait avant le compte administratif et le compte de gestion, qui ont été fusionnés dans le CFU. Le CFU retrace la réalité des choses. Le budget, c'est un autre sujet. Après, vous faites une projection science-fiction sur l'épargne brute, sur la dette. Ça fait partie de l'exercice budgétaire au sens budget primitif, éventuellement du budget sédentaire, en aucun cas du CFU. Donc vous confondez un peu les différents sujets, mais là on parle bien du CFU. Voilà. Je vais quand même répondre sur la dette. Je vais vous redire ce que je vous dis depuis quelques conseils municipaux. La dette, oui, on a emprunté, mais je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, si vous faisiez votre travail de conseillère départementale à l'égard du Pradet, on aurait une subvention du département que vous avez bloqué, parce que le département ne bloque pas du tout la subvention. C'est vous qui avez demandé, d'ailleurs j'ai eu un savoir matin qui a été fait par M. Boeuf, qui en parlait lui-même, vous bloquez les subventions du département pour la commune de Pradet, vous ne remplissez pas votre rôle de conseiller départemental. Ça explique une partie de l'augmentation de la dette. Donc, ensuite, pour continuer sur les autres questions, qui ont rejoint certaines, concernant, c'était votre question Thomas, sur le plan de financement, on rejoint le plan de financement, on fait un plan de financement prévisionnel, on fait des demandes de subventions qui soient accordées ou qui ne soient pas accordées. Ensuite, on les budgétise. Si vous souhaitez avoir la réalité, une fois qu'on aura signé ce qu'on appelle le DGT, donc la déclaration finale de travaux, qui permet de recevoir le solde des subventions, on pourra vous faire un état du projet Bagnole, par exemple, ce que ça a coûté et puis ce qu'on a récupéré comme subvention. Donc on doit récupérer effectivement les subventions et on récupérera les subventions comme vous l'avez expliqué en commission de finances et comme vous l'avez dit vous-même. On récupérera le solde des subventions quand on sera en capacité de donner tous les éléments, les équipements de facture, il y a un certain nombre de pièces à donner. C'est parfois un process assez long, mais ça vaut le coup parce qu'il y a quelques millions à clé. Il y a un autre élément qui est important qu'on récupère, c'est la TVA, la FCTVA, dans l'organe administratif. Et là, on doit récupérer sur l'opération 2,5 millions de FCTVA, rien que sur la FCTVA. Donc ça veut dire que c'est l'argent qui va être récupéré, mais la FCTVA c'est presque pire que les subventions, parce qu'on va être touché au mieux en 2027. 27 voire 28. C'est un remboursement qui est fait par l'État sur l'avance de TVA qui est faite par la collectivité. Là c'est pareil, c'est pas moi, je pense que l'État aujourd'hui ça l'arrange peut-être de décaisser qu'en 2028 ou 2027 ce qu'on a décaissé nous en 2025, mais il y a un bridge, un pont à faire entre ce qu'on avait pensé à l'époque en TVA et ce qu'on va récupérer idéalement en 2027, voire en 2028. En tout cas, les équipes sont mobilisées pour récupérer tout cet argent au plus tôt, que ce soit la partie subvention ou la partie FCTVA. Ce qui explique le fait que cette année, nous n'empruntons pas. Normalement, on n'a pas pu faire d'emprunt cette année, on n'en aura pas besoin. Et surtout, on n'empruntera pas les taux, comme on l'a dit, au budget primitif. Parce qu'au final, c'est ce que regarde les prédictants, c'est est-ce qu'on augmente les taux ou pas. On ne les augmente pas. Je crois que j'ai répondu à vos questions. Alors, question ensuite sur le politique du logement. En fait, vous parlez de la politique du logement associée à des effets de taxes qui seront en mesure de changer les grandes tendances. Ce que vous avez raison de le faire, c'est intelligent. Une fois que vous reportez en 2011, après 2020, après, donc prenez un peu des années de référence qui vous conviennent. Et vous avez raison, votre plage fait exactement la même chose. La réalité, c'est que la population, elle est en très légère augmentation, mais pas beaucoup. Que si les taxes qu'on perçoit au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires faiblit, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui s'installent en résidence principale, parce que les taux n'ont pas bougé. Donc si les taux ne bougent pas et que les revenus baissent, c'est que la base baisse, donc il y a moins de gens qui sont en résidence secondaire et un peu plus en résidence principale. Alors ça dépend sur quel chiffre on compare. Peut-être par rapport à 2011, mais peut-être par rapport à 2020, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique où il y a des gens qui viennent s'installer au Pradet.
Les derniers chiffres, c'est le monde, parce qu'on est monté à 11 490 chiffres exacts en tête, mais on doit être dans ces eaux-là. Donc on a plutôt une très très légère augmentation. Voilà. Et il y a un autre sujet, c'est la taxe sur les résidences secondaires. J'explique pourquoi je ne suis pas forcément en faveur de ce truc-là. C'est qu'en fait, les gens qui ont une résidence secondaire payent déjà des taxes d'impôt, sauf qu'ils n'utilisent pas les services. Quelqu'un qui vient 3 semaines, un mois au Fradec, et ben, il paye plein pot la taxe foncière, il paye plein pot la taxe d'habitation, il utilise assez peu, avec la TOM, il utilise assez peu tout ce qui est ordures ménagères, il paye des taxes foncières alors qu'il a pas ses enfants à l'école, à la crèche, tout. Moi je trouve que c'est un peu une double peine. Bon, on verra si un jour, un demain, on le fera peut-être. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce débat à l'ordre du jour. Et puis concernant les locaux vacants, etc., je ne sais pas précisément ce qu'ils sont veut faire, mais on regardera les services, si on va récupérer un peu d'argent, je pense que mon ami Jean-Michel Ferratou ne sera pas forcément contre. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Allez-y, alors M. Bayou, Mme Thomas, allez-y comme vous voulez. Vous êtes honneur aux dames. Allez, honneur aux dames. Non, il y a juste une question qui n'a pas été répondue sur comment la commune va-t-elle absorber l'augmentation mécanique des charges de fonctionnement concernant notamment les charges de personnel. On a parlé en commission de fonctionnement, on a vu qu'effectivement il y avait une augmentation récurrente en fait, qui est liée aux indices, qui est liée à un ensemble de... Mais à un moment ou à un autre, il va peut-être falloir... cette augmentation elle est continuelle. Qu'est-ce qui va être mis en place à un moment ou à un autre pour que justement ça puisse trouver un équilibre? Est-ce qu'il va y avoir une augmentation d'autre chose, de récupérer l'argent pour pouvoir payer ce personnel? Voilà. Alors, il y a les recettes et les dépenses. Les recettes, elles augmentent tous les ans avec ce qu'on appelle, en fait, pour calculer les bases de revenus fiscaux, il y a la base et il y a les taux ne bougent pas. Mais la base augmente tous les ans, c'est voté par l'Assemblée nationale. Donc tous les ans, l'Assemblée nationale vote une augmentation des taux qui est maintenant automatique, qui est liée à l'inflation. Donc cette année, je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'on parle de 3%, on parle de 0%, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, je pense qu'avec ce qui se passe notamment en Ukraine et puis en Iran, aujourd'hui, personne n'est capable de dire dans quel sens les taux vont partir, dans quel sens l'inflation va partir. Donc il y aura un calcul qui sera fait par l'INSEE à la fin de l'année, en calculant le taux d'inflation 2026 en France. Ce taux d'inflation sera appliqué, je ne pense même pas qu'il y ait une modération, une modulation du taux appliqué. Le taux d'inflation sera appliqué sur les bases, ça donnerait une augmentation naturelle de recettes fiscales. Mais nous n'augmentons pas les taux. Donc l'augmentation de recettes, elle sera mécanique là-dessus. Ensuite, vous l'avez dit vous-même, une recette, c'est principalement ça. Le reste, je ne pense pas que ça augmentera beaucoup. Alors on essaie de récupérer un peu avec les ventes de domaine, avec un certain nombre de choses. On y arrive parfois, d'autres fois on n'y arrive pas. Mais c'est plus aléatoire, parce que ça ne dépend pas que de nous. Et donc l'augmentation de recettes, elle est mécanique. Concernant les dépenses, bah, écoutez, on fait plus pousser les boulons, puis après, il faut quand même offrir des services aux pratiquants. On ne va pas non plus fermer des services, donc c'est quand même compliqué. À moins que vous ayez des idées pour fermer des services, moi je pense pas que ce soit l'ordre du jour. On essaye de maîtriser autant qu'on peut à la fois la base salariale, les embauches et puis tous les services, mais il y a des choses. Parce que le taux d'inflation qu'on récupère sur les recettes, on le perd aussi sur les dépenses, parce qu'il y a des produits qui augmentent plus que d'autres. Je ne parle pas de gaz, d'électricité au hasard, mais il y a des produits qui augmentent plus vite que d'autres, et là-dessus on n'a aucune maîtrise en fait. Et puis il y a d'autres sur lesquels on peut avoir de maîtrise, donc on peut serrer un peu les coups, mais on serre les coups. Monsieur Baïgo, allez-y. Oui, juste puisque vous répondez en disant qu'on peut prendre des éléments de référence qui sont différents pour argumenter, le début de mon intervention était quand même basé sur une référence qui vient de vos documents, où vous dites vous-même que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont en diminution sur les exercices 2024-2025. Donc celle-là de référence, je pense qu'on peut la partager et qu'elle est factuelle, sauf à ce que vous nous donniez des éléments qui ne le sont pas, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Et en fait, c'était simplement pour démontrer qu'il existe quand même toute une série de mesures qui peuvent permettre d'enrayer la spirale vers laquelle est entraîné aujourd'hui le Pradé sur le thème du logement, tout en permettant d'obtenir quelques recettes pour la commune. Alors, j'ai précisé d'entrée que ça ne va pas forcément être des recettes astronomiques, mais on pense pour autant que lier les deux, changer le phénomène actuel du logement sur la commune, tout en permettant de ramener des recettes aussi minimes soient-elles, serait une bonne dynamique et de bons signaux donnés au Pradétain. C'est votre avis dessus, si on récupère un peu d'argent, on le fera. Madame, il y a une intervention? Et après on passe au vote. Une dernière Allez-y, madame, allez-y. Il voulait... Allez-y, je vous la parole. Alors, monsieur le maire,
collègues, je ne confonds pas tout. Je vous parle des finances du Pradet. Dans les budgets, vous le savez, il y a différentes étapes dans l'année, des infos parcellaires qui, pris ensemble, dessinent un schéma, une tendance qui n'est pas claire. Donc, je vous ai posé des questions. Vous compartimentez pour ne pas répondre à mes questions. Vous vous retranchez derrière des éléments administratifs, toujours pour ne pas répondre à mes questions. Ensuite, c'est presque de la diffamation que de dire que je bloque les financements du département. D'abord, je ne bloque rien du tout. Le Pradet est très bien, à dire, desservi. Je vais vous parler par exemple des routes. Les routes, ça fait partie des gros investissements du Pradet. Les ronds-points, entrée, sortie du Pradet. Dernièrement, le pont de Bacfu, 2 millions d'euros. Les tennis du Pradet, ça aussi, c'est le département. Et puis, la dette du Pradet, je le rappelle, elle est passée de 5,3 millions d'euros en 2023 à 11,1 millions d'euros au CFU 2025. Elle a donc augmenté de près de 5,8 millions d'euros en 2 ans. Et dans le budget primitif 2026, vous prévoyez encore 3,55 millions d'euros supplémentaires. C'est inscrit, je n'invente rien, même si aujourd'hui ce n'est pas le budget primitif. J'avais des questions la dernière fois, vous n'avez pas répondu, donc permettez-moi de les reposer aujourd'hui, puisque je n'ai toujours pas les réponses. Et là, la question est directe. Est-ce au département d'éponger les 5,8 millions d'euros de dettes supplémentaires déjà créées depuis 2023? Est-ce encore au département d'assumer les 3,55 millions d'emprunts supplémentaires que vous vous autorisez en 2026? Le département ne vote pas le budget du Pradet. Il ne décide pas de vos dépenses. Il ne signe pas vos emprunts. Cette trajectoire, c'est la vôtre. Le département, il n'a pas vocation à être la caisse de secours de vos choix budgétaires. Et l'opposition, surtout pas votre alibi. Alors, au lieu de renvoyer la faute sur les autres, pouvez-vous assumer devant les Pradétans la dette que vous avez créée et expliquer comment vous comptez la maîtriser? Et puis, je voudrais un petit peu rappeler notre rôle à tous, ici. Vous l'avez bien dit, Monsieur Bayou, notre rôle n'est pas d'entrer dans une mise en scène où chacun chercherait à se renvoyer les responsabilités. Vous le faites très bien. C'est la faute de l'État, c'est la faute du conseil départemental, c'est la faute de tout le monde. Et pourtant, c'est vous qui êtes aux manettes depuis nombreuses années. Notre rôle, je vous le rappelle aussi, comme élus municipaux, c'est de regarder les chiffres du Pradet, les choix du Pradet et les conséquences pour les Pradétans. Et sur ce point, la responsabilité, elle est ici. Elle est dans cette salle, c'est la vôtre, elle est dans vos budgets que vous présentez et que votre majorité vote. Je vous remercie. Vous renforcez mes propos et je vous remercie. Comme j'ai répondu aux questions tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas compris ce que j'ai dit ou pas suffisamment écouté. Ensuite, concernant, vous revenez sur le département, en aucun cas je dis que le département public, c'est vous qui utilisez personnellement, c'est vous qui bloquez les projets. Il y a un dispositif au conseil départemental qui s'appelle l'aide aux communes. Le fait que vous dites qu'il y a des routes qui sont faites par le département, mais que l'aide des communes est bloquée, ça démontre bien le fait que le département fait son travail sur les routes, il investit dans le CDE qui sont ses ouvrages propres, et c'est normal qu'il le fasse, qu'il les entretienne, et je remercie le président du département pour ça. En revanche, le travail des conseillers départementaux sur tout le territoire du Var, c'est d'aider les communes au travers d'un dispositif qui s'appelle l'aide aux communes. Et cette aide aux communes, elle a été activée qu'une fois en 4 ans, c'est pour le terrain de tennis à hauteur de 132 000 euros. Regardez ce qui se passe, si vous ne l'avez pas fait malheureusement, regardez ce qui se passe dans les autres communes, elles sont aidées à hauteur de plus que 132 000 euros une fois tous les 4 ans. Donc si vous dites que le travail est fait par le département sur les routes, sur le CDE, sur un certain nombre de projets, vous avez raison, et tant mieux pour la commune, mais il y a un dispositif spécifique qui s'appelle l'aide aux communes,
dont la commune ne bénéficie pas par votre faute à vous personnellement. Ce n'est pas la faute du président, des autres conseillers, c'est bien vous qui bloquez les projets. Et je trouve que c'est dommage pour la commune, au-delà des finances se portent bien, vous savez, et la région aide la commune, et on n'entend pas la région de toute la nuit. Je donne la parole à M. Bayou et nous passerons au vote. M. Bayou, allez-y. Je voudrais répondre. Monsieur Bayou. On m'avait attaqué directement. C'est pas grave, Laurence, parce que déjà, faire en sorte que je réponde. Merci beaucoup. Je vais répondre précisément, parce que sinon, les Allez-y, Madame Rigalon, mais normalement, il y a un principe de base. La police de l'Assemblée est assurée par le maire. Quand le maire donne la parole à quelqu'un, il la donne, donc c'est pas vous de la reprendre. Donc, M. Bayou, finissez si vous le voulez, et après, je vous donnerai la parole, ne vous inquiétez pas. Merci. Pourquoi vous avez la police? C'est la fin. Si vous voulez, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est soit vous respectez les règles, soit on passe à la prochaine délibération. Monsieur Bayou, allez-y. Les constats à la lecture de ce CFU sur lequel nous allons devoir nous présenter sont les suivants. D'un ordre général, le résultat positif de 931 000 € est obtenu grâce à un emprunt de 3 100 000 réalisé auprès de la Caisse des dépôts et consignations, permettant d'avoir 17 881 212 000 € de recettes pour 16 949 680 € de dépenses. Dans le même temps, la dette par habitant s'établit, vous l'avez dit, à 1 020 € en 2025, pour 801 en 2024 et 488 en 2023. Elle a donc plus que doublé en 2 ans. De son côté, la capacité de désendettement de la commune s'établit à 4,1 années pour 3 en 2024 et 1,8 en 2023. Elle a donc elle aussi plus que doublé sur la même période. Partant du principe qu'il est difficilement entendable d'équilibrer un bilan par l'emprunt, fût-il pour une noble cause que représente la réfection d'une école publique de la commune, simplement par le fait que des subventions n'ont pas été obtenues, le printemps par les temps votera contre ce CFU. Madame Briandon, et ensuite on va passer au vote. Juste, de façon très simple, je vous demandais la parole directement, puisqu'il s'agissait du département. Pour une plus grande lisibilité des débats, je pense que c'était mieux que je réponde tout de suite. C'était juste ça, je trouvais ça plus logique pour éviter de diluer. Je voudrais revenir, effectivement, puisque vous êtes technique, concernant les subventions du département. Vous avez ce qu'on appelle un dispositif le FIC. Le FIC, c'est ce qui est effectivement décidé par les conseillers départementaux. À ce titre, je dispose de 80 000 € par an. Ces 80 000 €, effectivement, j'ai choisi de les mettre dans le tennis. Le reste, les gros projets, les grosses subventions sont décidées par le président. Est-ce que vous avez demandé des rendez-vous au président? Est-ce que vous avez essayé d'avoir ces subventions? Voilà, je voulais juste remettre l'église au milieu du village. Il n'y a pas de souci, je défends le Pradé. Vous avez encore une fois, et je voudrais le répéter, fait des choix. Ce sont les vôtres. C'est un peu, je pense que c'est une grosse ficelle pour détourner l'attention des Pradétans, de remettre à la fois sur l'État, sur le conseil départemental, ça va être la faute sur les autres. Ça s'appelle ne pas assumer ses choix politiques. Je dis juste des faits, c'est tout. Et quand je présente des chiffres, ce sont aussi des chiffres. Moi, je dis la vérité, c'est clair, c'est limpide. Je n'essaie pas de masquer des réalités de chiffres en compartimentant les réponses, en ne répondant pas aux questions, en disant que ce n'est pas le bon jour, ou qu'il faut répondre secrètement en commission. Voilà, tout est clair. D'ailleurs, à cet égard, on a demandé d'améliorer le règlement du conseil municipal, j'espère. J'imagine, alors il n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, j'imagine que c'est parce que vous avez décidé de réfléchir à nos propositions, et dans ce cas-là, je vous en remercie. J'espère que nous allons rétablir la vision en direct. Si pour des raisons de coût, vous ne pouvez pas, au minimum, la retransmission directe de l'audio, ce serait un plus. Voilà. Bon, merci. Donc je vais quitter la salle et M. Kahn. Bien.
va attendre que monsieur le maire soit sorti. Il est ici. Et tout d'abord, je souhaite le bonjour à toutes les personnes que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Nous allons donc voter par tout d'abord le compte financier unique concernant le budget principal. Donc, je vous demande d'abord qui est contre. Et qui s'abstient. On a voté contre. Et qui est pour? Oui, on a voté contre. Pardon. Vous avez voté? On a voté contre. Contre. Bien, nous allons maintenant voter le compte financier unique concernant le budget annexe du port des Tortinières. Pareil. Qui est contre? Oui, on Vous êtes contre? D'accord. On a voté contre. Qui s'abstient? Et qui est pour? Ok. Et maintenant, nous allons voter la partie du compte financier concernant le budget annexe des transports. Qui est contre? Ok. Qui s'abstient? Et qui est pour? Ok. Merci. Vous l'attendez tous, il va arriver. Merci pour votre vote. On va donc passer à la question numéro 7. La participation au comité des œuvres sociales lucratives pour la région du Parisien. Et je vous donne la parole. Oui, Madame Thomas, allez-y. Oui, je me permets juste de donner une information concernant effectivement le report de la notion du règlement intérieur. Donc, je voulais vous remercier effectivement d'avoir modifié en tout cas cette délibération pour la mettre plus tard. Par contre, au vu des amendements apportés et des éléments que j'ai proposés aussi en commission, ne serait-il pas envisageable de faire un groupe de travail dans lequel seraient réunis l'ensemble des élus, enfin des personnes qui le souhaitent, un représentant par groupe par exemple, pour son élaboration plus fine afin de ne pas avoir à verser au conseil municipal. Voilà. Tout à fait, c'est ce que je peux faire. Donc on va retravailler sur le RI, sur le règlement intérieur, et puis je pense qu'on va apporter un certain nombre de modifications et on reviendra vous voir. Je proposerai au responsable de groupe de venir me voir et on en parlera. Donc on passe à la délibération numéro 7, la participation au comité des œuvres sociales pour la régie pour les Auxiliaires. Vous voyez qu'on a un COS, que tous les agents du CCS, de la mairie y participent, et on propose de renouveler en fait la participation au COS pour les agents qui sont de porte des Auxiliaires. Donc je vous propose d'approuver le renouvellement de cette adhésion pour un coût de 400 € par an. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 8, il s'agit de désigner 4 représentants, on a désigné 2, en fait il en faut 4 représentants du Parc national de Porquerolles. Donc je propose la candidature de M. Bernard Lejeune, de moi-même en titulaire, de Mme Stéphanie Assion et de Mme Chantal Jaubert en suppléant. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Madame Briand, vous êtes candidate? Non, je propose M. Elian Deveza et Mme Martine Cabot avec les suppléants respectifs, Gabriel Ladouce et Dominique Roland. C'est bien enregistré. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Il faut l'unanimité. Est-ce que quelqu'un s'oppose au fait qu'on vote à main levée? Personne. Donc on va proposer au vote à main levée. On va commencer par donc pour les titulaires qui votent pour la candidature de Hervé Stassinos. Merci. Qui vote pour la candidature de M. Bertrand Lejeune? Non, on ne va pas faire comme ça, c'est que je fasse. Alors en fait, on vote pour la liste, pardon. Qui vote pour la liste? Stassinos Lejeune en titulaire, Assion Jaubert en suppléant. Qui est? Voilà, on vote. C'est bien qu'il y ait un secret. Voilà, donc. Ensuite, pour la liste, Deveza Cabot en
déclare élu Monsieur Bayou. Non, vous ne demandez pas s'il y a des abstentions. On vote pour en fait. On vote pour ou contre. Il n'y a pas d'abstention. Donc vous avez pris en compte qu'on ne s'est pas exprimé. Pas exprimé. Non, c'est bon. Non, mais il y a eu 30. Je vais proclamer les résultats, c'est 31 exprimés, 24 pour la liste menée par mon groupe et 7 pour les autres. Voilà, comme ça j'ai proclamé les résultats en direct. Question numéro 9, c'est la convention renouvelle aussi, c'est un renouvellement de convention avec le CDG sur le référent déontologue de l'élite locale. Donc le coût c'est 600 € par saisie et 80 € de frais de gestion pour les demandes irrécevables ou hors champ de compétences. Qui est contre? Qui s'abstient, qui est pour unanimité, je vous remercie. Je cède la parole à Jean-François Flamme pour la question numéro 10, l'adhésion de la commune à la convention habitat implicite de la métropole. Oui, donc c'est une convention concernant l'adhésion de la commune à la convention subséquente à la convention habitat multirisque de la métropole TPM. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée et l'établissement public foncier Alpes-Côte d'Azur, appelé communément EPF-PACA, ont signé une convention habitat multirisque numéro 3 le 17 décembre 2018. Cette convention permet des acquisitions foncières par voie de préemption principalement, afin de favoriser la production de logements dans le cadre du programme local de l'habitat et des contrats de mixité sociale. La commune du Palais et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée souhaitent aujourd'hui préciser les modalités spécifiques de mise en œuvre de l'intervention de cette convention sur le territoire communal par la signature d'une convention subséquente de la ville métropole. Cette convention précise notamment le processus décisionnel relatif à la validation des sites et des acquisitions foncières stratégiques confiées à l'EPF-PACA. Elle sécurise les partenaires de la convention, plaçant la commune au cœur du dispositif. Il est donc proposé aujourd'hui d'approuver et de signer la dite convention subséquente. Considérant l'exposé que je viens de vous faire, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention habitat bilatérale entre la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée et la ville, et subséquent à la convention habitat multisite conclue entre la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée et l'établissement public EPF-PACA. Et donc d'autoriser M. le maire à signer la convention et tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. Merci. Pas de questions, M. Adous. Merci de me donner la parole. Bonjour à tout le monde, monsieur le maire. Donc, la convention qui nous est proposée aujourd'hui engage durablement la commune sur des choix fonciers et financiers importants. Avant d'aborder le fond, nous souhaitons souligner un point de méthode. La convention fait la référence à la convention MSH3 et à ses avenants, qui constituent des documents essentiels à la compréhension du dispositif. Pourtant, ces documents ne figurent pas dans le dossier du conseil municipal, qui nous a été envoyé il y a 5 jours. Nous envoyer de plus de 50 pages à examiner en moins de 24 heures. Comprenez qu'il n'est pas acceptable, vous en convenez, de pouvoir avoir un dossier comme ça et de ne pas pouvoir l'examiner. Dans ces conditions, il nous est difficile. Sur le fond, nous ne contestons pas la nécessité de répondre aux besoins de logement. C'est un enjeu réel pour notre territoire, bien entendu. Cependant, le dispositif présenté concentre presque exclusivement l'action foncière sur la production de logements. Or, le développement d'une commune ne peut pas se résumer à cette seule dimension. Il doit également intégrer le développement économique, l'emploi, les services, l'accueil d'activités et la reconversion des friches ou des sites sous-utilisés dans une politique de développement durable assumé. Nous connaissons tous au Pradet des espaces qui pourraient être valorisés au service de l'activité économique et de l'emploi sans artificialiser davantage les sols.
Le PF doit être un outil de reconversion économique autant qu'un outil de production de logements. Cet équilibre n'apparaît pas aujourd'hui dans la convention qui nous est soumise. Nous ajoutons que cette convention n'est pas sans risque financier. Elle prévoit que la commune puisse, dans certains cas, assumer la garantie de rachat de biens ainsi que des frais de portage. Il ne s'agit donc pas d'un simple outil technique, mais d'un engagement dont les conséquences financières potentielles peuvent peser sur la commune. C'est pourquoi nous formulons deux demandes simples. Premièrement, la convention MSH3 et l'ensemble de ses avenants soient communiqués et annexés à la délibération afin que le conseil municipal puisse se prononcer sur un dossier complet. Deuxièmement, que ce soit précisé la place que pourrait prendre le Pradé dans une stratégie foncière dédiée au développement économique, à l'emploi et à la requalification des friches. Nous comptons sur vous, monsieur le maire, pour enfin défendre cet aspect en tant que vice-président de TPR. Bonne intervention, si vous me le permettez, je n'ai pas fini, merci. Nous sommes favorables à une politique foncière ambitieuse, mais elle doit être équilibrée, transparente et maîtrisée financièrement. En l'état, faute de disposer d'un dossier complet et d'une vision équilibrée entre logement et développement économique, ces conditions ne nous semblent pas réunies pour approuver sereinement cette convention. Et je vous remercie. Monsieur Bagnolesi. Oui, très court. Même si, comme dit en commission, il aurait été souhaitable de voir une référence à la loi SRU dans cette convention, le printemps Pradétan votera tout de même. Bien, tout d'abord, je remercie le printemps Pradétan qui a tout compris. C'est bien. Ça sert de venir en commission, mais effectivement, lorsqu'on vient en commission, on a des réponses qui sont un petit peu, des fois, un petit peu longues à apporter. Après, M. Ladouce, oui, j'ai compris ce que vous avez dit en partie. Par contre, il n'y a pas de problème. Si éventuellement la commune souhaitait faire une OP, par exemple, sur une zone, que bien utiliser le PFPACA pour la faire. Donc, voilà, c'est pas figé, je veux dire. Et on ne peut pas non plus, si vous voulez, tant qu'on n'a pas une DIA qui passe ou quelque chose, prévoir quelque chose en amont. Donc, c'est pour sécuriser l'avenir, c'est pas pour sécuriser le passé. Voilà. Merci, monsieur. On va donc passer au vote. Madame Mirand, monsieur Ladouche, je peux vous parler. L'idée, écoutez, je suis allée voir les autres conventions de l'EPF-PACA, en particulier avec la communauté, la métropole d'Aix-Marseille. Là, c'est expliqué. Il y a du développement économique, une OAP, certes, mais l'idée c'est un document contractuel avec la métropole, avec l'EPF. Je pense qu'il y a un moment où vous pourriez aussi être à l'initiative de parler du développement économique parce que nous en avons beaucoup besoin. C'était juste notre remarque. Donc, OAP, enfin, vous essayez encore de diluer, mais l'idée c'est vraiment de parler, que ce soit mis dans la convention, qu'on soit dans un cadre de développement durable, c'est-à-dire en prenant en compte tous les aspects, plutôt que la convention métropolitaine soit axée uniquement sur la partie, effectivement, habitat. Bon, c'est un vœu maintenant, effectivement, c'est à vous de décider. Je vous ai entendu, Mme Rialan. Je n'ai pas été à l'encontre de ce que vous disiez, d'ailleurs. Je vais dire M. Ladouce, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas figé sur le logement, il n'y a pas de problème. C'est simplement, si vous voulez, pour utiliser un outil qui est quand même un outil qui peut nous permettre d'arriver à faire quelque chose, alors que tout seul, peut-être qu'on ne pouvait pas le faire. Voilà. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Alors on va refaire un vote. Qui est contre? Ils ont bien réagi. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 11 et 12 par Graciela Piras, ça concerne l'éducation. Monsieur le maire, bonjour à tous. Alors, les services de l'Académie de Nice en charge de la lutte contre le harcèlement scolaire ont sollicité la commune pour la mise en place
place d'une convention cadre afin d'agir conjointement contre ce fléau. La municipalité agit déjà aux côtés des enseignants, des écoles élémentaires en organisant des actions de sensibilisation sur ce sujet auprès des élèves de CM2. La présente convention officialise l'engagement de la commune et sa volonté à collaborer étroitement avec les services de l'éducation nationale. Elle permet de mutualiser des moyens, en particulier pour la formation des agents municipaux, en charge des temps périscolaires et de définir les modalités de détection et de traitement des situations de harcèlement soupçonnées. L'organisation prévue est encadrée par un comité de suivi et d'évaluation composé de membres de l'éducation nationale et de la municipalité. Dans cette droite ligne de collaboration, la municipalité s'est engagée en décembre dernier aux côtés du collège de secteur Joliot-Curie pour permettre la mise en place de mesures de responsabilisation dès lors qu'une sanction éducative est prononcée, notamment à l'encontre d'un intimidateur Facebook. Donc, considérant que la commune de la ville du Pradé souhaite maintenir un engagement fort aux côtés des services de l'éducation nationale dans la lutte contre le harcèlement scolaire, vu les termes de la convention qui est en annexe, il est demandé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser monsieur le maire à signer la convention annexée et à prendre tous les étant nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Merci, monsieur Bayou, madame Thomas, ou donc madame Thomas, monsieur Bayou. Merci. Il est précisé que cette convention donc, permet de mutualiser des moyens, en particulier pour la formation des agents municipaux en charge des temps périscolaires, cantines et SACEM, par des formateurs académiques. Sur la base du volontariat, c'est ma première question, est-ce que ces formations seront proposées à tous les encadrants de manière obligatoire, de manière volontaire? Est-ce que ce sera l'obligation, par exemple, pour pouvoir occuper un poste en tant qu'éducateur, par exemple, pendant le temps périscolaire? Qui paie cette formation? Est-ce que c'est la municipalité qui paie les formateurs académiques ou est-ce que c'est le rectorat qui s'en charge? Si c'est la commune qui doit payer justement ces formateurs, qui va payer ces formateurs pour nos agents, est-ce qu'il y a une enveloppe prévue? Voilà. Je vous remercie. Merci pour votre question. Donc en fait, on a fait une demande justement pour avoir ces différentes questions que vous avez posées quand vous êtes venu en commission. Donc on parle bien sûr du bénévolat. Donc on attend la réponse, mais dans la logique des choses, voilà, la formation des formateurs de l'éducation nationale ne sont pas payés par la commune. D'accord? Dès qu'on a la réponse, on vous la fera parvenir sans aucun souci. Monsieur Bayou. Merci. Dans ce projet de convention entre le rectorat de l'Académie de Nice et la ville du Pradé, comme dit en commission mercredi dernier, nous souhaitons que soit étudiée la possibilité d'intégrer des représentants de parents d'élèves élus dans cette convention, à minima dans le comité de suivi et d'évaluation. Je vais me permettre de répondre. Donc on en a discuté. À partir du moment où justement on va faire partie du comité de pilotage, on va émettre la possibilité donc, et faire une demande d'avenant pour pouvoir faire participer aussi les parents. Voilà, à votre demande. On va donc passer au vote, il n'y a pas d'autre intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 12. Madame Piras, avec une petite modification qu'elle va vous expliquer. Tout à fait. Donc nous allons maintenant aborder les subventions aux coopératives scolaires. Donc il a été évoqué lors de discussions en commission finances l'importance d'ajuster justement ces montants votés au projet porté par nos écoles. Nous proposons donc une note modificative avec une revalorisation des montants pour les projets pédagogiques et les classes transplantées. Merci. Il ne s'agit pas d'une délibération sur table puisque le sujet est déjà à l'ordre du jour, mais d'une proposition de modification que je vous soumets. Le différentiel avec la note d'information initiale est de 2205 € pour les élèves pradétans et leurs enseignants, et ces crédits sont disponibles au budget de la commune. Nous attendons pour faire que vous ayez tous vos documents. Donc, dans le cadre de sa politique éducative, la municipalité soutient les projets des enseignants des écoles publiques du premier degré en mettant à leur disposition des financements pour les projets pédagogiques et pour les départs en classe transplantée. Les financements maximaux attribuables n'avaient pas été augmentés depuis de nombreuses années et il est proposé de
classe pour les projets pédagogiques de chacune des 4 écoles publiques, au lieu de 550 initialement. 1 600 € par classe pour les départs en classe transplantée pour les 2 écoles élémentaires, à concurrence de 2 classes maximum par an et par établissement, au lieu de 1 500 €. 1 100 € pour la classe Ulysse de l'école élémentaire Charles Sandro, pour un départ en classe transplantée ou pour un projet en partenariat avec une autre classe, au lieu de 1 000 €. 1 000 € pour l'école élémentaire publique, dont au moins une classe met en place un projet aire terrestre éducative ou aire marine éducative. Donc cette revalorisation représente un montant de 2 205 € par rapport aux années antérieures. La somme attribuée seront donc versées sur le compte bancaire des coopératives scolaires de chacune des écoles, sous réserve que leur projet ait été validé par l'inspectrice de circonscription pour les projets de plus de 3 séances et sur présentation des factures acquittées. Considérant que la commune du Pradé souhaite soutenir les projets pédagogiques des écoles primaires publiques et son territoire, compte tenu de l'exposé qui précède et des montants mentionnés dans le tableau, pour un total maximal de 18 755 € pour les projets pédagogiques, 7 500 € pour les classes transplantées et 2 000 € pour les aires éducatives marines ou terrestres, il est demandé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser monsieur le maire à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération et dire que les crédits sont inscrits au budget primitif 2026. Monsieur Bayou. Tout d'abord, merci pour ces revalorisations. Pour la parfaite compréhension de toutes et tous, je vais quand même expliquer ce qui a mené à ça grâce à l'intervention menée en commission finances et administration générale mercredi dernier. Donc le printemps pradétan souhaite faire les remarques suivantes. Depuis une dizaine d'années, les montants des subventions accordées aux écoles publiques de la commune du Pradé pour les projets pédagogiques et les classes transplantées n'ont pas évolué. Cela met en difficulté les équipes pédagogiques qui rencontrent, compte tenu de l'augmentation des prix de toutes les prestations, de plus en plus de difficultés à boucler leurs projets financièrement parlant. Pour exemple, pour les classes transplantées, les tarifs ayant régulièrement augmenté pendant que les subventions municipales stagnaient, la durée des séjours a été raccourcie et ou la participation des parents d'élèves a dû être augmentée. En conséquence, afin de rattraper l'absence d'ajustement régulier de ces subventions, le groupe Le Printemps Pradétan propose de réévaluer de 10% chacun des montants concernés, à savoir passer de 550 à 605 € pour les projets pédagogiques, ce qui est proposé, de 1 500 à 1 650 € pour les classes transplantées, au lieu de 1 650, c'est 1 600, donc on est assez proche, et de 1 000 à 1 100 € pour la classe transplantée de l'Ulysse de Charles Sandro. Les enveloppes pour les aires éducatives, initiative relativement récente, resteraient identiques pour cette année. Cela représenterait un coût supplémentaire de 2 405 € pour la commune, somme qui paraît relativement supportable par la commune. Et pour les années suivantes, le groupe Le Printemps Pradétan propose de réévaluer ces montants à minima sur l'indice des prix à la consommation, publié chaque année par l'INSEE. Merci. Merci, on va donc passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, il est limité, je vous remercie. On passe à la question numéro 13, Eric Galliano, pour la subvention, une délibération empreinte d'émotion en souvenir de Michel Luciani. Merci, monsieur le maire, bonjour à tous. Le Sporting Club Pradétan a organisé le 25 avril un concours en hommage à Michel Luciani et organisera le 13 juin un concours pour soutenir des personnes en situation de handicap, de pétanque. Considérant que la commune du Pradé souhaite soutenir le Sporting Club Pradétan pour l'organisation d'un concours en hommage à Michel Luciani, considérant que la commune souhaite soutenir les initiatives des clubs sportifs de son territoire et particulièrement parce que est mis en œuvre en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Considérant que l'association Sporting Women se mobilise en faveur des personnes en situation de handicap en organisant une journée anti-valide par le biais d'un concours pétanqueur, il est proposé au conseil municipal de valider l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 1 000 € au Sporting Women Pradétan pour couvrir les frais d'organisation du concours en hommage à Michel Luciani. De valider l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 1 500 € au Sporting Club Glomad Pradétan pour l'aider à apporter les dépenses inhérentes à cette journée anti-valide pétanqueur.
de dire que les crédits sont disponibles au budget 2026 et d'autoriser Monsieur le maire à prendre tous les actes subséquents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Je vous remercie. Merci, Madame Galland. Je voulais vous remercier pour cette subvention et ajouter que le conseil départemental verse également une subvention de 1 500 € pour cette manifestation. Voilà, donc on va dans le même sens. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question 14, Jean-Marc Guillich, ça concerne notamment la convention avec l'Université de Toulon. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une convention de partenariat culturel avec l'Université de Toulon. Depuis de nombreuses années, l'Université de Toulon a mis en place un partenariat avec les différentes salles de spectacle de CPM afin de permettre aux étudiants de la métropole de bénéficier d'un tarif réduit. Plus de 1500 places sont distribuées aux étudiants chaque saison afin de proposer un accès aux spectacles vivants sur les différents lieux partenaires. La ville du Pradé, avec sa programmation de l'Espace des Arts, proposera 4 spectacles de la saison culturelle 2026-2027 aux étudiants avec une place à 1 €. L'Université de Toulon prendra à sa charge les différences sur un tarif réduit étudiant. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser Monsieur le maire à signer la convention annexée à la présente, à prendre tous les actes subséquents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération de la convention annexée. Je vous remercie. Merci. Pas de question, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie ensuite. Deux délibérations portées par Isabelle Lenoir concernant l'incendie, sécurité incendie. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. La commune a reçu une demande de subvention de la part du comité communal de Forêt pour l'acquisition d'un drone qui permettra une meilleure prévention des risques naturels et notamment des risques incendies sur notre territoire particulièrement sensible. À ce jour, 4 télépilotes sont déjà identifiés. Bien évidemment, nous sommes assurés que ces 4 télépilotes étaient bien habilités à piloter ce type d'équipement et au fait de la réglementation. Le CCFF fera son affaire de l'entretien et du gardiennage de ce matériel. Je vous propose donc de voter cette subvention de 2 500 € au profit du CCFF. Donc Isabelle est comme nous, elle a le sens de l'efficacité, elle est passée directement à la 16, donc on ne parle pas de la 15 avant, mais c'est pas grave. Est-ce que... Donc en fait, c'est la 16 qui a été présentée. Est-ce que vous êtes d'accord pour en parler et la voter? Pas de souci. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions que vous avez le droit qui est compliqué? D'ailleurs, donc elle connaît plutôt bien le sujet. Et je vois aussi qu'il y a des gens du CCFF qui sont là. Je ne donne pas de nom, mais merci de leur présence. Pas de questions sur ce sujet, un sujet important. Je crois qu'on est la première commune à faire ça en tout cas dans le Var, c'est quasiment sûr. La région peut-être. La région, je ne me prononcerai pas, mais oui, le départemental, c'est sûr. Voilà, en tout cas, c'est une belle initiative portée par CCFF, on l'accompagne bien sûr, donc merci. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et on revient à la 15 donc. Excusez-moi pour cette inversion. Donc le point 15 concerne la création d'une réserve communale de sécurité civile. Donc de longue date, la commune du Pradé, aidée par les bénévoles du CCFF, veille à prévenir le risque incendie sur son territoire par une surveillance active. Force est de constater qu'avec le dérèglement climatique, d'autres sujets de préoccupation s'invitent, comme les tempêtes, les pluies diluviennes, etc. Aussi, afin de renforcer notre plan communal de sauvegarde du PCS, susceptible d'être mobilisé en toute saison, la commune souhaite créer une réserve communale composée de bénévoles qui seront nommés par arrêté par M. le maire. C'est l'objet de cette délibération que je vous propose d'adopter. Merci, Monsieur Ladouce. C'est Madame Thomas. Alors, Monsieur Ladouce, allez-y. Merci. Donc, on voulait juste savoir si ça présageait d'une remise à niveau du PCS. Donc oui, bien évidemment, avec les nouvelles élections qui ont eu lieu récemment, le PCS est en cours de mise à jour. Donc il sera publié sur le site de la ville prochainement. Et on le vote. Madame Thomas, Monsieur Ladouce, vous vouliez continuer? Il faut savoir si on devait le voter. Là, on vote la mise en place d'une réserve communale. Oui. Mais ma question est, est-ce que ça présage une remise à niveau du PCS? Donc, est-ce que normalement, il doit avoir un vote? Alors, au conseil municipal, on présente des délibérations et on vote des délibérations. Donc, peut-être que ce que vient de dire Madame Lenoir, c'est qu'en fait, il y aura une mise à jour du PCS qui sera votée, mais pas aujourd'hui. C'est deux sujets qui n'ont Parce qu'elle m'a dit. En cours de mise à jour.
communale de sécurité civile est une belle initiative, d'autant plus que peu de communes de la métropole en sont dotées. Elle semble pertinente au regard des risques spécifiques de notre ville, entre les potentiels feux de forêt, submersion marine, inondations, vents violents, etc. Donc disposer d'un biais de citoyens bénévoles formés pour épauler les services municipaux et les secours est un véritable atout. Cela met en avant la solidarité citoyenne. Si l'intention est louable, la rédaction de cette délibération reste très floue sur les aspects opérationnels, juridiques et financiers majeurs. Par exemple, sur le budget, quelle est l'enveloppe financière, désolé, toujours sur la partie finance, quelle est l'enveloppe financière prévisionnelle allouée à cette réserve pour l'année qui va s'enclencher, le coût estimé par le bénévole pour la formation et l'équipement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été déjà budgétisé? Sur le fonctionnement, le règlement intérieur de cette réserve et les modalités de recrutement, est-ce qu'elles feront l'objet d'une présentation en commission ou devant notre conseil? Sur les effectifs, est-ce qu'il y a un objectif de taille pour cette réserve au Pradet? Y a-t-il un numerus clausus? Et sur la coordination, voilà comment on va s'articuler cette réserve avec le comité communal des feux de forêt déjà existant sur la commune pour éviter les doublons de compétences. Voilà, merci. Ça m'embête de poser les questions aujourd'hui, mais c'est vrai que comme elles ne faisaient partie d'aucune commission, elles me sont venues après les commissions, donc je n'ai pas pu faire remonter ces questions en amont. Donc désolé s'il n'y a pas d'anticipation. Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, ce que je vous suggère de faire, c'est d'envoyer une question écrite, par exemple, vous nous appelez pour aller renseignement avant, poser des questions avant, comme ça va même préparer les réponses avec précision, parce que là je vous réponds à peu près. On pourra vous faire une réponse par courrier si les informations que celles de Isabelle ne sont pas suffisantes, mais sur ce genre de sujet, n'hésitez pas, même si ça n'est pas partie de la commission, je vous pouvez poser la question en annexe de la commission, vous avez vu comment ça se passait. On est resté 3 heures ou 4 heures, je crois quand même que c'est une commission qui était assez dense. Ça ne nous empêche pas de poser des questions autres, ou sinon vous posez la question simplement, même en cours d'année, vous posez des questions au cabinet, si on ne passe pas le cabinet au parlement de la DGS, on vous répondra. Et si vous posez des questions en cours de conseil, vous posez des questions avant, comme ça on y répond, c'est quand même de préparer, sinon un petit peu de difficulté à répondre avec la précision. Et la précision, vous qui aimez bien les finances comme nous tous ici, ou à peu près, c'est important. Donc la réponse, Isabelle va apporter une partie de la réponse, et on apportera le reste, ou pas. Oui, donc effectivement, pouvoir répondre plus précisément à vos questions peut-être par courrier, essentiellement de vous dire que la composition de la réserve communale, ce sera par les CCFF qui sont déjà formés du coup et déjà habilités entre guillemets à faire les missions qui lui seront confiées. Donc en termes de budget de formation, il n'y en aura pas parce qu'ils sont des gens qui sont déjà formés. Pas d'autres questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Donc on répondra. Envoyez-nous un courrier si on n'a pas répondu suffisamment à vos questions. On vous répondra avec plaisir. Voilà, on a les décisions en communication que vous avez pu prendre connaissance. Il n'y a pas de Madame Patiati. Bonjour à tous. J'aurais une question justement sur une des décisions en communication. C'est la décision numéro 26 DEC DGS 071 qui fixe les tarifs de la fête de la Saint-Pierre. J'étais un petit peu surprise parce que les tarifs diminuent en comparaison de l'année 2025 pour les mêmes stands. Il y a des baisses de 10 €, des baisses de 20 €, et j'ai besoin de comprendre quel est le motif de la baisse de ces tarifs. Est-ce que l'électricité au bord de hier a diminué ou est-ce que c'est un autre motif? Au bord des enseignants, pardon, excusez-moi. C'est les tarifs qui sont installés. On a parfois du mal à avoir des exposants, c'est pour certains avoir des exposants. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce conseil municipal. Je souhaite un bel été à tous pour ceux que j'aurai pas le plaisir de croiser avant le démarrage de l'été. Et une très bonne journée à tous.